tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. Nouvelle attaque des présumés rebelles de l'ADEF dans la localité des Ringuetti à Béni. Au total, 22 personnes ont perdu la vie vendredi 17 octobre dans la nuit. Cette nouvelle attaque est intervenue quelques heures après l'inhumation de 27 personnes tuées mercredi dans le même territoire de Béni. Une délégation de l'Assemblée nationale est attendue dans cette ville pour évaluer la situation qui prévaut dans cette région. Le porte-parole du gouvernement nous fait ici le point sur cette nouvelle attaque. Nous ne sommes plus dans la guerre conventionnelle que nous avons menée avec beaucoup de succès jusqu'à présent contre la force négative ADF Nalou. Et donc nos troupes qui ont eu à faire face à cette transformation de la stratégie ennemie sont en train de s'adapter. Nous sommes équipés en hommes et en matériel pour cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est depuis 90 que ces gens écument cet espace de notre territoire, qu'ils le connaissent bien et qu'il faut permettre à notre armée de bien maîtriser les renseignements et donc la coopération de la population, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont martyrs dans cette partie de l'espace du Nord Kivu. Nous en sommes à 70 victimes. C'est terrible ce que nous entendons de Eringeti, Beni et Oicha. Ces femmes et ces hommes du Kivu doivent collaborer de la manière la plus concrète, la plus réelle avec les forces de défense et de sécurité, de façon à ce que le renseignement soit au diapason et que les forces de défense et de sécurité parviennent à bouter hors de notre territoire cette force négative. Mais sur le terrain, la société civile reproche l'armée d'inaction. Qu'en dites-vous? Je ne pense pas qu'il sache de quoi il parle. Vous savez, il faut que chacun essaye de parler de ce dont il est au courant. La société civile n'a aucune spécialité pour apprécier une offensive militaire. Je pense qu'ils souhaitent voir nos militaires aller au front comme ils allaient pendant la phase dite conventionnelle. Nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. On ne va pas lâcher 4 000, 5 000 hommes contre 20 terroristes. Donc il y a l'information qui est la première. S'il y a une chose dont nous avons besoin de la société civile, c'est de sensibiliser nos parents, sensibiliser nos frères, nos sœurs de tous les villages du Nord Kivu pour qu'ils puissent donner l'information aux forces de sécurité et de défense, qu'ils puissent se désolidariser de ceux d'entre eux, parce que nous avons des raisons de croire qu'il y a de nos compatriotes qui collaborent avec ces cruels assassins qui écument le Grand Nord. Il faut cesser de taper sur celui qui est venu vous défendre. Il faut l'aider à avoir la meilleure information possible. On n'a pas une information parce qu'on a une arme, on a une information parce que les hommes et les femmes que vous êtes venus protéger vous la donnent. Donc il faut plutôt prêcher la coopération de la population avec l'armée et chercher, éviter à chercher inutilement des coupables, etc. Le coupable ici c'est l'ADF, le coupable ce sont les Congolais qui collaborent avec l'ADF. Lambert Mende était l'invité de la grande édition du journal Soir sur Radio 50. Dans l'actualité de ce samedi, mise en circulation officielle par le gouvernement au profit du secteur privé à travers l'association des propriétaires des véhicules privés, des minibus de marque Hyundai appelés Esprit de Vie. La première phase concerne les minibus qui vont desservir la ligne Lemba-Gombe jusqu'à l'arrêt IEC. Désormais, les Quinois pourront se servir de ces minibus comme transport en commun pour se déplacer dans la capitale congolaise. Pimpant neuf, ces minibus présentés ce samedi symboliquement sont la preuve de l'exécution du programme de l'exécutif national baptisé Esprit de Vie, l'antithèse de tristement célèbre Esprit de Mort, ces véhicules Mercedes modèle 207 qui hantent les routes de la capitale congolaise. Nous avons en effet aujourd'hui devant nous des bus modernes qui vont circuler sur des voies qui ont été elles aussi réhabilitées, qui sont devenues modernes, avec au volant des chauffeurs qui ont été formés, formatés de manière à devenir eux aussi modernes dans leur comportement. Le choix porté sur cette place de terminus de la municipalité de Lemba fait suite du fait que pour la première étape de ces lancements, les lignes partiront d'ici jusqu'à l'arrêt IEC à Gombe avec un prix de la course normale. Octroyés à crédit par le gouvernement, les bénéficiaires sont de l'association des propriétaires de véhicules affectés au transport en commun au Congo. Vraiment c'est extraordinaire. C'est vraiment du jamais vu en RDC.
Voilà pourquoi nous soutenons, nous encourageons notre gouvernement et surtout les présidents de la République avec les 5 chantiers de la République. Parce que nous voyons maintenant c'est une réalité pour les transports. Pour la première fois, un des gouvernements a soutenir l'initiative privée parce que ce sont des bus octroyés aux particuliers. Aucun achat dans le cadre de ce programme Esprit de vie a été conclu sur base des considérations politiques, ni tribales et encore moins amicales. Les conditions de cet achat ont été longuement discutées avant d'être convenues entre l'APEFCO, un consultant de la Banque mondiale et le gouvernement de la République. Je vous l'annonçais en titre, depuis un certain temps, il s'observe un délestage sévère dans plusieurs quartiers de Kinshasa et dans le Bas-Congo. Un délestage dû à des pannes techniques simultanées de 2 groupes au niveau de la centrale hydroélectrique Inga 2 dans le Bas-Congo. L'équipe de Télé 50 était à la suite d'une délégation de la Société nationale d'électricité conduite par Eric Mbala, administrateur délégué de cette société au site d'Inga. Question de se rendre compte des réalités sur terrain. Regardez. Nous sommes à Inga, dans le Bas-Congo, cité située à près de 280 km de la ville de Kinshasa. Ici, la délégation de la SNEL, conduite par Eric Mbala, ne vient pas en touriste, plutôt pour s'imprégner des causes d'arrêt simultané des groupes dans la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Dans les 2 centrales Inga 1 et 2, les experts de la SNEL sont à pied d'œuvre nuit et jour pour décanter la situation. Avec l'arrêt simultané de ces 2 groupes, le G24 ainsi que le G28. Cela a occasionné une perte de 320 MW sur le site d'Inga et a entraîné également un déficit de près de 100 MW sur la ville de Kinshasa. Nous sommes venus nous enquérir de la situation et également nous entretenir avec nos collaborateurs qui sont sur place, sur l'avancement des travaux, sur les difficultés connues et les solutions qui sont prévues. Déjà dans la soirée de vendredi, après cette visite, le groupe 8 de la centrale Inga 2 était remis en service. Pour Eric Mbala, la vétusté dont souffrent ces équipements exige leur modernisation. Donc nous devons moderniser l'équipement pour nous rassurer sur sa fiabilité, de manière à éviter qu'il y ait des pannes fortuites qui surviennent et qui nous surprennent. Nous sommes là dans un vaste programme de réhabilitation, de modernisation pour fiabiliser les produits. Et vous savez, s'il n'y a pas de produits à Inga, on ne saura pas distribuer l'électricité dans nos villes. La SNEL croit désengorger la première ligne de desserte en électricité, construite depuis 1972 et largement saturée ce jour, avec la construction de la 2e ligne haute tension Inga-Kinshasa, dont les nouveaux pylônes sont déjà montés d'Inga à Kimwenza. Autre titre d'actualité, c'est cette énième vague d'expulsion des ressortissants ouest-africains en séjour illégal en RDC. Ils ont été reconduits aux frontières, comme on dit, par l'aéroport de Njili, dans le strict respect des normes internationales en la matière. Pour la Direction générale de migration, ces rapatriements, qui devront se poursuivre certainement, constituent aussi une sorte de pédagogie à l'endroit de tous ceux qui choisissent de s'expatrier au Congo-Kinshasa sans toutefois prendre la peine de régulariser leur situation. Eh bien, ils se verront donc expulsés. À la primature, les professionnels de la santé ont visité le complexe administratif totalement rénové. Comme chaque fin de semaine, l'hôtel du gouvernement était envahi. Et cette fois, ce sont des pharmaciens et nouveaux médecins qui ont eu droit à des explications sur le fonctionnement de ce cadre de travail depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. En costume cravate, du moins pour les hommes, et un tailleur pour les femmes. Ils ont voulu, comme qui dirait, honorer l'hôtel du gouvernement, véritable attraction depuis sa rénovation. Et déjà, devant les guides, c'est l'empressement. On veut vite découvrir ces hauts lieux touristiques. Enfin, ils peuvent parcourir les différents locaux chargés d'histoire. Voilà, ici nous sommes donc, comme je vous l'avais annoncé, dans Une fois à la galerie photo, ces pharmaciens et nouveaux médecins se font rejoindre par le Premier ministre. Mesdames et messieurs, son excellence le Premier ministre. S'ensuit un bref échange et les hôtes des Matata Pogno de lui remettre des mémos avant de recevoir à leur tour des statuettes représentant les tout premiers ministres du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba. Voilà, il nous a libérés
Il est héros national comme disait Laurent Désiré Kabila. La bonne gouvernance s'impose à nous tous, comme le veut le chef de l'État. Et lorsque nous gérons bien les biens publics, les résultats sont immédiats. La visite continue. En plein jardin des Premiers, les visiteurs admirent les bustes des locataires de la primature. Si nous devons faire quelque chose, nous ne devons pas le faire, non seulement pour nous, nous devons le faire pour la population tout entière. Sincèrement là, nous voyons que nous sommes en plein pied dans la révolution de la modernité. Et je vois qu'avec un peu de volonté politique, il y a de transformer ce pays en paradis. Unanime, médecins et pharmaciens ont reconnu les efforts déployés par les gouvernements sous le leadership du chef de l'État dans l'amélioration des conditions de travail et des infrastructures sanitaires en République démocratique du Congo. Un peu de religion dans ce journal, il ne se fatigue pas et il dit qu'il ne se fatiguera pas puisqu'en tant qu'homme de Dieu, il a une responsabilité dans l'organisation de la société. Lui, c'est le pasteur Théodore Mugalou. Il a dit à travers les médias lors d'une émission télévisée dénommée Forum de la presse politique. Alanino Mwamba l'a décrypté pour vous. Nous sommes dans un studio télé et en face de l'homme de Dieu, des journalistes, chacun avec une préoccupation. Ici, le sujet tourne sur Dieu et son implication dans l'organisation de la société congolaise. Nous interpellons tous les serviteurs de Dieu, qu'ils soient, ici c'est pas question de majorité, opposition. Que dit la Bible? C'est pas une question circonstancielle, c'est pas une question opportuniste, parce qu'il est inacceptable et insupportable d'être gouverné par une constitution qui rejette Dieu, alors que nous, les chrétiens, nous sommes la majorité de la nation congolaise. Le pasteur Mugalou, qui est aussi chef de la maison civile du chef de l'État, soutient que Dieu devra toujours être au centre de tout, d'où l'idée de la vision de la responsabilité pastorale à l'américaine. Une vision qu'il tient à partager avec l'ensemble des Congolais, car pour élever les défis du développement, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, l'on est appelé, assure-t-il, à procurer la paix et surtout pour les hommes de Dieu. Nous avons la responsabilité de procurer à notre pays la paix, la stabilité économique, ainsi que une constitution laïque avec Dieu, selon Lévitique 25, versets 23 à 24, qui dit, Dieu dit, les pays m'appartiennent, vous êtes chez moi comme habitants et comme, n'est-ce pas, étrangers. Et le pays que je vous donne, dont je vous donne la possession, doivent avoir des lois foncières et toutes les autres lois, et donc une constitution. Théodore Mugalou a également appelé les hommes de Dieu à une contribution pour la paix à tous les niveaux, prenant comme exemple Simon Kimbangu et le cardinal Malula qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la fin de la colonisation. Et puis, on l'avait annoncé dans nos précédentes éditions, le regroupement des églises de réveil du Congo poursuit son programme de réforme doctrinale. Cette organisation procède à l'installation des évêques évangéliques qui devront diriger toutes les églises de réveil du pays pour éradiquer les antivaleurs. Et ce samedi, c'était le tour de l'investiture de celui de la ville-province de Kinshasa au cours d'une cérémonie à laquelle plusieurs autorités du pays, le président de la République, était représenté. Il est 9h30, les officiels et membres du bureau du regroupement des églises des réveils du Congo font leur entrée dans la salle. Devant le représentant du chef de l'État, du Premier ministre, celui du procureur général de la République et du président de la Cour suprême de justice, Fidel Kalakala est investi évêque provincial des églises des réveils du Congo. C'est lui qui portera désormais la charge de remettre de l'ordre au sein des églises de réveil du Congo, déterminées à travailler dans l'Union. Nous sommes là pour lutter contre les antivaleurs pastorales, l'illégalité des églises de réveil. Donc c'est l'État qui nous donne des documents, c'est l'État qui nous gère. L'église marchait sans foi ni loi. Et pourquoi on s'est décidé d'investir l'évêque Kalakala pour remettre de l'ordre? Faire en sorte que l'église de réveil du Congo devienne une valeur devant l'État, qu'elle soit respectée. Des antivaleurs, c'est ce que ces regroupements comptent surtout combattre au sein des églises des réveils, pour que ces dernières jouent un rôle crucial dans le développement communautaire où elles sont très influentes. Quand il s'agit d'une église ou d'un regroupement des églises,
travailler dans le sens du respect de la vie humaine à travers l'engagement. Ce qui est engagement, servir Dieu,